qui allons nous faire les porte-paroles du travail réalisé par Louise Gonia dans le cadre de son stage de fin d'études et dans le cadre également donc, de la zone atelier. Louise étant partie vers d'autres horizons professionnels, c'est donc nous qui allons vous présenter ce retour sur une démarche innovante d'accompagnement en copropriété qui posait la question notamment de la capacité de cette démarche à favoriser l'éclosion d'éco-pratiques. Donc la réponse, dans 20 minutes maintenant, mais il faudra en passer donc, par une série de diapositives au cours desquelles on va vous repréciser la problématique et l'hypothèse, oui, l'hypothèse de départ. Puis, on vous présentera le terrain et la méthodologie d'enquête pour arriver donc à ces fameux résultats et aux perspectives que cela permet de dégager. Merci Rémi. Déjà, un point effectivement sur la problématique et l'hypothèse. Le contexte était en gros une première expérience d'assistance à maîtrise d'usage, même si elle n'avait pas encore le nom à l'époque, dans un contexte de copropriété récente, neuve, hein, je vous le détaillerai après. L'idée était, la question étant comment passer du vivre groupé non choisi, qui est la copropriété, les gens achètent un logement et n'ont pas forcément conscience de tout ce que ça induit derrière, à du vivre ensemble assumé avec cet accompagnement qui visait à faire émerger une capacité collective d'autorégulation. On n'y donnait pas trop d'autres intentions extérieures que celle de développer cette capacité collective d'autorégulation. Et l'hypothèse derrière qu'on voulait quand même éprouver, c'était est-ce que la mise en place accélérée de cette capacité d'action collective facilitait l'essor spontané d'éco-pratiques. C'est-à-dire qu'on n'a rien amené en termes de savoir, de compétences en matière d'éco-pratiques, on a juste essayé de voir si, en stimulant la capacité d'action collective, il y avait effectivement un essor plus important. Pour vous parler un petit peu du terrain et de la méthodologie d'accompagnement, la résidence s'appelle Quai 33, c'est une copropriété neuve qui a été livrée en 2018 avec 33 logements, des primo-accédants, que des personnes qui ont accédé à la propriété pour la première fois, des espaces communs en terrasse qui n'avaient pas été demandés ni souhaités par les acquéreurs, ni même probablement ils n'en avaient pas conscience quand ils ont acheté, même s'ils avaient été un peu sensibilisés par le commercial. Et avec en gros, vous avez... on voit là, c'est ce qui est en jaune, les 33 logements. Là, vous avez de la propriété privée, du logement social et une résidence hôtelière. Donc, 150 logements en tout, un îlot central partagé et donc cette copropriété. Et l'accompagnement a duré 3 ans, c'est-à-dire qu'on a démarré 18 mois avant la livraison, avant l'emménagement et 18 mois, même un peu plus après. C'était à la fois l'initiative d'Écoquartier Strasbourg, mais également du promoteur. On s'est entendu sur l'idée. Lui, il avait pensé à ces espaces partagés, mais il ne savait pas trop comment faire en sorte que les futurs occupants puissent se l'approprier dans des bonnes conditions. Donc, nous, on leur a proposé cette démarche d'accompagnement. On ne le voit pas, évidemment. Je fais remonter. Les grandes étapes, en gros, c'était faire se rencontrer les personnes pour qu'elles fassent connaissance entre elles, découvrir la résidence et son environnement. On achète un logement, mais on ne se rend pas compte de tout ce qui est en commun qu'on va aussi partager dans la vie, dans la gestion, se projeter dans une résidence désirable, aller vers quelque chose de l'ordre de la projection, puisqu'on était en amont de l'emménagement. Concevoir les espaces partagés, il y avait quelques petites marges d'ajustement qu'on avait ménagées avec le promoteur. Découvrir les bases de la copropriété, c'est un monde à part, la copropriété, et qui est très méconnue, également par les personnes qui habitent depuis longtemps parfois. Et ensuite, c'était une fois emménagé, c'était de co-construire avec elles, avec les habitants, les premières règles d'organisation et de bon fonctionnement des espaces partagés. Puis, quelques temps après, d'en tirer les apprentissages avec eux. Voilà, pour décliner très rapidement les petits ateliers pour faire connaissance entre habitants, faire connaissance avec les différents espaces partagés, la cour, la terrasse, la rue, l'espace public aussi qui était avoisinante. Un travail de projection où voilà, chacun allait exprimer et puis on allait restituer graphiquement les dires des habitants. Une manière un peu de faire la planification, c'est-à-dire de tailler l'arbre du futur, c'est sur quoi s'appuie finalement ce bon fonctionnement, un objectif commun, vivre heureux et serein ensemble, et puis après des grands principes fondateurs. C'est pas nous qui les avons écrits, hein, c'est eux qui les ont exprimés et nous on les a restitués après de manière un peu visuelle. Mais l'idée pour nous, c'est dans cet accompagnement, c'est on n'apporte aucune
aucun savoir particulier, si ce n'est qu'on leur fait vivre une habitude de pratique de communication et de dialogue entre eux. Après, tout ce qui est amené à... c'est par les occupants, sauf sur le sujet de la copropriété, où là, malheureusement... il y a quand même un besoin de pouvoir apporter quand même quelques éléments de l'ordre de la loi et du règlement qu'on a cherché à faire de la manière la plus accessible possible. Un travail de co-conception sur les espaces partagés, enfin de programmation d'abord, pour savoir pour qu'ils s'approprient cet espace qu'ils n'avaient pas demandé, puis ensuite qu'ils puissent concevoir, parce qu'on a finalement on a modifié tout, c'était 150 mètres carrés de terrasse, dont une partie couverte, finalement ils ont décidé de fermer 50 mètres carrés pour en faire une salle commune. Et voilà. Et après, les séances, les 4 séances qu'on a eues après, c'était plus sur la manière dont on arrivait à les faire s'habituer à des tours de parole, à de l'écoute, à des prises de décision par bonification, des choses qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude non plus de faire et de vivre pleinement. Donc, le fait d'en être un peu les instigateurs de l'extérieur, ça leur a fait vivre des événements, des expériences, je pense, intéressantes qu'ils ont recherchées par la suite. Je te passe le relais, Rémi. Voilà, donc alors pour justement évaluer les effets de cette démarche d'accompagnement, donc on a conduit une recherche modeste et exploratoire, modeste par son ampleur, et puis exploratoire dans la mesure où, à notre connaissance, il y a eu peu de travaux qui ont été menés donc d'évaluation ex post de ce type de démarche. Ça a été donc conduit 2 ans après l'emménagement par Louise, qui a pu donc conduire 13 entretiens qualitatifs. Alors, comment est-ce qu'on a recruté les enquêtés? En fait, Emmanuel avait la liste des mails. Alors, tout ça était pendant le confinement, donc évidemment, ça n'a pas simplifié les choses. Donc, tout s'est passé de manière virtuelle, disons. Toutes les personnes ont été contactées par mail et donc, après 2 relances, on a eu 13 volontaires, donc 8 hommes et 5 femmes qui ont accepté de répondre aux questions de Louise. Donc, forcément, on a un peu tous les biais de recrutement, puisque ce sont les personnes a priori les plus intéressées ou les plus favorables, disons, qui avaient gardé le meilleur souvenir de cette démarche, qui ont sans doute accepté de témoigner. Les entretiens donc, ont duré une quarantaine de minutes en moyenne et Louise abordait 3 grandes thématiques, une description et un récit de la vie collective dans l'immeuble, des questions ensuite plus focalisées sur l'évaluation, l'appréciation donc, de la démarche d'accompagnement et enfin donc, le recueil d'un certain nombre de données biographiques personnelles. Alors, les principaux résultats que cela a permis de dégager, le premier, c'est le fait, ce qu'on a résumé ici comme étant la formation d'un socle de cordialité et d'esprit collectif. Cordialité, c'est vraiment un mot qui est revenu, peut-être pas dans tous les entretiens, mais quand même dans un très grand nombre d'entretiens pour désigner justement cet état d'esprit, cette atmosphère en fait qui s'est installée et surtout qui s'est installée très vite en fait dans la copropriété grâce à l'accompagnement. C'est pour ça qu'on a souligné le fait que cet accompagnement avait été un accélérateur, en fait, un catalyseur relationnel. Il y en a de multiples témoignages dans les entretiens, le fait que les gens d'emblée, en fait, au moment où ils ont, même avant, en fait, grâce à l'accompagnement, mais au moment où ils emménagent dans la copropriété, ils se connaissent par leur prénom. Très vite se mettent en place des échanges de menus services. Certains ont parlé d'un bon coin local qui permet donc de s'échanger par exemple des vêtements qui ne vont plus. Également l'organisation très, très rapide de moments conviviaux, grâce notamment donc, à la terrasse et à la salle partagée, donc avec des repas de femmes qui ont été organisés, avec également une soirée Coupe du Monde, ou plusieurs soirées Coupe du Monde, puisque c'était au moment de la Coupe du Monde, et également donc, un effet permettant de créer un climat de confiance dont témoigne ce verbatim qu'on a extrait ici. Et c'est bien le côté, c'est pas évident de faire confiance à des voisins pour aller chercher ses enfants, etc., et s'en occuper. Et là, voilà, ce que dit cette personne, c'est que d'emblée, en fait, ça a été mis en place. Alors, bien sûr, c'est dû à l'accompagnement donc, par Emmanuel et Valérie, mais pas que. Il y a eu aussi donc, deux autres éléments, 2 autres facteurs qui sont susceptibles d'expliquer la mise en place
de cette atmosphère. Le premier, bon, on l'a déjà un petit peu évoqué, hein, c'est le caractère, ce qu'on appelait un effet promo. Ils sont tous de la même génération, ils entrent tous au même moment dans l'immeuble, ils ont tous la même perspective, hein, faire en sorte que les choses se passent bien. C'était vraiment intéressant de voir dans les entretiens, c'était quoi vos attentes par rapport à la copropriété, c'est que tout se passe bien, qu'il y ait du respect entre les voisins, etc. Donc, il y a vraiment cet effet aussi promo qui a joué. Et puis, un autre élément qui a également joué dans la formation donc, de ce qu'on a appelé l'endogroupe, ce que Louise a appelé l'endogroupe, hein, c'est le groupe interne, ça a été justement de se constituer aussi contre l'exogroupe, contre les autres, en l'occurrence, alors le syndic. Hein, donc, ça, je pense que vous êtes familier avec les relations compliquées avec les syndics, mais aussi de manière peut-être plus intéressante, en tout cas pour la dynamique, l'événement, donc, de lutte contre une intrusion. Leur espace en fait partagé, la terrasse, a été squatté à plusieurs reprises. Et donc là, il y a eu très vite une auto-organisation justement de ce collectif qui a remobilisé ce qui avait été mis en place, notamment le groupe WhatsApp de l'immeuble, pour se partager le rôle de surveillance, mais également donc le rôle de régulation lorsque il y avait des occupants non invités dans cette terrasse. Et donc ça a permis voilà, aussi hein, de contribuer, cette gestion des deux événements fondateurs a permis en quelque sorte d'achever en quelque sorte de souder ce groupe dans sa dynamique interne. Merci. Alors, l'objectif était de mesurer l'impact finalement de l'accompagnement qu'on avait pu mener. Il y avait cette hypothèse de voir l'impact sur l'émergence ou l'essor des copratiques, mais il y avait aussi simplement pouvoir analyser un peu mieux la sémantique, enfin ce que nous renvoyaient les personnes qui avaient vécu ça. Et c'est vrai que le travail de Louise a permis de mettre en avant ce côté, l'apprentissage de la communication assertive, comme ça a été mentionné par la suite. Et c'est vrai que c'était une compétence qu'on a cherché qui était probablement la principale compétence qu'on a cherché à développer au sein du cercle d'habitants, en leur faisant vivre des temps de dialogue et des temps d'écoute. Et donc, on voit bien à travers les verbatim que c'est quelque chose qui les a marqués. Je reviens, je fais une petite anecdote après. Ça crée quand même un groupe où ça permet de savoir qu'on est écouté et que voilà, on peut s'exprimer vraiment sans être pris à partie, librement, sans créer de tension. Je pense que là encore, démocratiquement, on a bien aimé l'idée de s'en remettre à nos propres responsabilités en ayant d'abord quand même déminé un peu le terrain par la communication. Donc, il y a une forte compréhension de ce que ça leur a apporté. En même temps, on a fait un atelier sur la communication interpersonnelle. On s'est dit, tiens, ça peut être un sujet un peu, sans dire la communication non violente, ça n'a pas du tout marché. C'est le pire atelier qu'on ait fait. Tout le monde s'est dit, on sait très bien communiquer, il n'y a aucun problème. Ok. Vraiment le pire atelier que j'ai jamais fait de ma vie. Et pour autant, dans tout le bilan, c'est vrai que c'est amusant que ce soit le sujet de la communication qui émerge le plus. Et l'apprentissage par l'action, c'est-à-dire qu'à travers la communication, elle est là pour faciliter cette autorégulation qui fait qu'on va agir, on va décider certaines choses. Puis on va s'entendre les uns les autres, on va pouvoir en analyser l'impact, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, et finalement on va s'ajuster, on ne va pas le prendre pour soi, on ne va pas le prendre pour argent comptant, on va chercher à bien comprendre. Enfin voilà, toute cette logique d'apprentissage par action a bien été appréhendée, et c'est vrai que ça concourt de cette capacité collective d'autorégulation. À contrario, pour contrebalancer, c'est vrai qu'on aurait pu espérer un peu plus forte implication, organisation collective, mouvement collectif, organisation collective, en tout cas plus volontariste, plus d'implication, alors qu'on se rend compte finalement qu'il y a eu des groupes thématiques qui se sont mis en place, mais très rapidement, en fait, on est toujours retombé sur quelque chose de l'ordre d'une forme d'organisation très, très souple, qui nécessite le moins d'implication possible, mais parce que ça marche comme ça. Et on n'a pas envie d'aller plus loin tant que ça marche, pour la gestion des espaces partagés notamment. Il y a un faible investissement dans les tâches collectives, ce qui s'explique. Donc, il y a effectivement manque de disponibilité. On a beaucoup de trentenaires, donc ils sont tous avec des enfants en bas âge ou des gens qui n'en veulent au niveau professionnel. Peut-être une tendance à l'appareil social, c'est-à-dire que comme il n'y en a aucun qui en fait plus, ça ne donne pas envie. Il y avait un seul retraité, c'est le seul d'ailleurs à avoir
à s'être vraiment engagé, impliqué un peu plus que les autres. Et on n'a pas, nous, stimulé, à travers l'accompagnement, on n'a pas cherché à stimuler le leadership. On a voulu que ce soit vraiment quelque chose qui puisse être le plus partagé possible. Alparo a raison. Et donc, sur le fonctionnement des espaces partagés, il n'y a pas eu on les a poussés un peu dans le retranchement pour savoir s'ils ne veulent pas écrire un petit peu un règlement, même très simple, qui puisse afficher, que ce soit clair. Non, c'était vraiment des éléments, des principes très simples. Pas de privatisation. On réserve pour avertir qu'on va l'occuper, mais il n'y a pas d'exclusivité possible. On peut toujours passer, il y a toujours cette idée-là. Et c'est le principe essentiel. Et chacun nettoie, ramène son mobilier, ramène ses affaires, repart avec. Et ça fait 2 ans qu'ils sont sur ce fonctionnement-là et qu'ils sont globalement satisfaits. Quand on va visiter la salle partagée, on va se dire, bon, c'est peu investi, alors qu'en fait, c'est assez occupé. Mais en termes d'aménagement, il y a ce souhait on va y revenir plus tard. Sur les éco-pratiques, donc il y a ce faible investissement déjà dans les tâches collectives. Donc c'est vrai que dans les éco-pratiques, on a pu s'apercevoir qu'il n'y a pas non plus une très forte implication des individus. C'est on va dire des cas, pas des cas isolés, mais des cas singuliers, quoi, des personnes qui s'impliquent soit dans le jardin partagé, soit dans le composteur, etc. Mais ce n'est pas à travers une dynamique collective au sein de la copropriété. On pointe quand même à travers le travail de Louise le fait que l'éco-pratique, l'écologie est une dimension qui est totalement considérée comme légitime dans la sphère publique. C'est la sphère publique, donc l'écologie, c'est l'intérêt général, donc on en parle allègrement. Dans les sphères publiques même, parce qu'il y a une association avec le côté politique, et dans la sphère domestique où c'est un enjeu avec sa famille, ça peut être une discussion. Dans la sphère domestique professionnelle aussi, on peut en parler. Par contre, dans la sphère, on l'a appelée sphère partagée non choisie, comme la copropriété, qu'on peut appeler aussi une sociabilité de voisinage. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne se sent pas légitime à ramener cette notion d'écologie qui revêt une dimension de militantisme politique ou autre. On sent qu'il n'y a pas... Il y a pas vraiment d'appui à pouvoir avancer, je trouve, sur cette dimension-là dans la copropriété. Chacun gère à sa manière. En perspective, les conditions favorables, nous, ce qu'on se pose un peu, c'est quelles sont les conditions favorables à la transformation écologique au sein de ces sphères partagées non choisies comme la copropriété. C'est-à-dire qu'on a créé un accompagnement, il y a une infrastructure communicationnelle qui s'est mise en place, une capacité d'autorégulation qui est supérieure à la plupart des autres copropriétés, mais par contre, sur les éco-pratiques, bon, ça reste... on reste un peu assez limité. Donc, on se pose la question de la manière dont on peut amener cette notion d'écologie un peu mieux et de la coordonner avec nos modes d'intervention. Peut-être soit en recourant à plus de leadership ou à identifier des leaders, des référents d'une notion d'initiative plus écologique et peut-être de les renforcer, les aider à être des leaders coopératifs autour de ces notions-là, soit à les mobiliser, peut-être la légitimité de la collectivité, parce qu'il y a des maîtres composteurs, parce qu'il y a telle ou telle légitimité à parler de grands sujets. Donc voilà, on se pose cette question un peu pour les prochains accompagnements qu'on va mener. On se pose la question de la place vraiment que peuvent prendre les espaces partagés dans l'invitation à l'implication dans son cadre de vie. Là, on l'a abordé très rapidement, mais c'est quelque chose qu'on aimerait prolonger parce que ça se multiplie et on aimerait bien se donner les moyens d'étudier qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, et de le partager avec les acteurs. On est en train de se poser la question sur la structuration des démarches d'accompagnement au changement de pratique. C'est-à-dire que voilà, on a fait un premier essai. Là, on va le développer dans 4 autres résidences et on aimerait bien réfléchir avec d'autres acteurs sur la manière dont ça se structure, cette nouvelle ingénierie de projet, sans être dans l'ingénierie où on dit quoi faire aux gens. C'est de l'ingénierie où on les accompagne à ce qu'ils trouvent, à ce qu'ils identifient leur objectif et les solutions qui leur paraissent les plus adaptées. Ça nous a aussi ouvert la perspective de la question des modélisations et des dynamiques de voisinage. Cette récurrence du terme de cordialité, c'est vrai que c'était très, très étonnant, quoi. Tout le monde, 11 sur 13 ont parlé de cordialité. On a fait un test avec une copropriété non accompagnée. Là, ils ont parlé de politesse et de courtoisie.
parce que les récurrences étaient plutôt dans ce côté-là. Et quand on est sur l'habitat participatif, je pense qu'on entend plus parler de convivialité. Donc on se demande si voilà, il n'y a pas un peu autour de cette réflexion sur les dynamiques de voisinage, s'il n'y a pas une manière de chercher à mieux comprendre un peu quelles sont les différentes étapes, phases, choses qui se vivent au niveau collectif et individuel. Et la question évidemment du rôle de la collectivité face à des initiatives privées comme celles que peuvent prendre des copropriétés, ou des copropriétaires au sein de ces copropriétés, mais qui sont d'intérêt collectif parce qu'elles revêtent un intérêt d'intérêt général par le biais de l'écologie. Et voilà, il y a un petit moment de publicité pour finir. Parce qu'on a posé la question, est-ce que vous seriez prête s'il le fallait racheter en copropriété? On a posé la question, donc on en a gardé une. Mais... Et la réponse était oui, à condition qu'il y ait de l'accompagnement des co-quartiers. Voilà, merci. Merci beaucoup Emmanuel et Rémi pour cette très intéressante présentation. Je trouve assez instructif sur autant les méthodes, les outils de l'assistance à maîtrise d'usage qu'effectivement sur cette difficulté de spécialiser les éco-gestes à cette échelle intermédiaire. Est-ce qu'on peut passer donc à des questions, peut-être dans un premier temps dans la salle, si quelqu'un souhaite prendre la parole? Vous savez où vous installer si c'est le cas. Voilà, c'est là. Oui, moi je me suis... Allô, c'est bon? Oui, moi je me suis demandé, c'est un peu naïf comme question, mais si finalement, toute la démarche que vous avez engagée de mise en relation des habitants, de communication et tout, ça pourrait pas avoir eu, je ne sais pas, un effet presque contre-performatif en fait. Et si ça n'a pas pu, en imprimant une ambiance justement cordiale, ça, qui quand même, c'est pas un mot quand même très fort, quoi. Enfin aussi c'est un mot très fort, mais je veux dire, ça imprime une ambiance qui n'est pas non plus des liens en tout cas qui restent relativement, disons, superficiels. Et si ça, du coup, ça n'a pas imprimé et figé des relations qui font qu'après, c'est un peu compliqué quand on veut mener à bien un projet de se dire, ah bah, tiens, potentiellement, lui, il sera peut-être contre parce que finalement, je le connais un petit peu et puis je ne sais plus trop. Et puis du coup, ne plus oser proposer des projets qui potentiellement sont conflictuels parce qu'on ne veut pas aller au conflit, parce qu'en fait, les relations établies sont des relations de cordialité. Enfin, voilà. Je me suis juste posé cette question. Alors, deux éléments de réponse. Ça m'a étonné que le terme cordialité émerge parce qu'effectivement, moi, je le trouvais très mitigé. Je me dis, oh, cordialité. Et c'est amusant parce que je pense que je n'avais même pas cherché la définition de cordialité à l'époque. Mais en fait, c'est pas mal. Hein, cordialité, là, je regarde, c'est affection, bienveillance qui se manifeste avec simplicité. Et c'était juste pour pointer ce côté là dans la modélisation et les dynamiques du voisinage. On est tellement peu finalement armé sémantiquement en termes de mots, en termes de langage sur ces relations humaines finalement qu'il y a des choses qui me paraissent fades alors qu'elles ne le sont peut-être pas. Et donc j'ai eu la même réaction que vous. Je trouvais ça très fade. Et puis finalement je me suis dit bah en fait non, c'est quand même pas mal par rapport à ce qu'on côtoie dans les autres copropriétés qu'on accompagne plus en difficulté. Et effectivement, j'ai enlevé le point qui était effectivement, est-ce que la cordialité pouvait être un frein à des initiatives plus d'ordre déco-pratique ou plus pro-environnemental. Je l'avais mis et je l'ai enlevé parce que... pourquoi je l'ai enlevé? Pour laisser la place à des questions justement sur la matière. Donc, je me suis posé exactement cette question-là. Ouais. Je suis d'accord. Est-ce qu'on a une seconde question, peut-être soit sur Zoom, soit dans la salle? Bon, ah si. C'est bon? Oui, bonjour. Bonjour Emma, donc je suis étudiante, ancienne étudiante en sciences sociales et habitante de Strasbourg. Alors moi, je me posais une question pour ouvrir un peu le débat, c'était de savoir si vous avez pu, donc peut-être pas dans ce domaine-là, mais faire des études sur d'anciennes habitations ou d'anciens quartiers qui ne sont pas forcément des écoquartiers, mais dans lesquels on a pu peut-être voir ce type de pratique, soit justement se faire naturellement entre guillemets, hein, ou justement s'il y avait des freins du fait qu'il n'y ait pas cet accompagnement dont vous parlez et que vous avez pu mettre en place ici dans cet exemple. Donc, c'est une question sur est-ce qu'on a pu identifier d'autres expériences de
d'initiatives, on va dire, pro-environnementales dans les quartiers existants, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Eh ben, on avait prévu notamment une intervention de Victoria Sachs sur les jardins partagés, qui sont une part de ces initiatives qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça nous a manqué. Les sites de compostage peuvent être. Donc je sais qu'il y a quelques études qui existent, on en a cherché. À la base, le séminaire, il doit être même plus orienté sur ce lien entre dynamique collective et pratiques pro-environnementales, sauf qu'il y a peu de recherches finalement globalement qui étaient trouvées sur le sujet, notamment sur cette question d'accompagnement au changement par les dynamiques. C'est pour ça qu'on est plus parti sur les expériences qu'on connaissait. Mais c'est vrai que c'est vraiment à approfondir. Okay.